je me présente, Gérald Lasselle. J'ai été membre du club de canot Pierre Radisson depuis l'an 2000. J'ai pris ma formation en l'an 2000 et j'ai fait du canot pendant 20 ans avec le club. Et je me suis donné la permission de faire ce voyage. C'était pour moi le cumul d'opportunités d'aller faire du canot à travers une belle section du Canada. Juste pour rappeler à tout le monde de mettre votre micro en sourdine. Mutez-vous, s'il vous plaît. L'autre chose, c'est que si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Je vais essayer de garder un œil sur le chat et de répondre à vos questions au fur et à mesure. Sinon, il va y avoir une période de questions-réponses à la fin. Alors, comme j'ai dit, j'ai fait à peu près 20 ans de canot avec le club Pierre Radisson. J'ai fait partie du CA, j'étais président du CA. Je me suis impliqué avec le Festival d'eau vive de la Haute-Gatineau pendant plusieurs années. J'ai fait à peu près toutes les rivières dans la région, la Noire, la Coulonge, la Petawawa, la Mattawa, la Dumoine. On est allé faire des expéditions Mistassini Nord-Est, on a fait la Lièvre en expédition. Toutes des incroyablement belles rivières, mais la rivière Nahanni, c'est quelque chose de spécial. C'est vraiment l'opportunité de faire quelque chose qui est spectaculaire. Alors, la présentation devrait durer à peu près une demi-heure, 45 minutes. J'ai à peu près 200 diapos. Il y en a que je vais passer assez rapidement. Il y en a d'autres où je vais m'attarder. Et je vais essayer de vous donner pas autant un sales pitch pour Black Feather, qui était l'organisateur de l'expédition, mais un peu comment est-ce que moi je l'ai vécu, puis qu'est-ce que j'ai eu la chance de vivre avec Black Feather. Mais je dois dire que Black Feather ont fait une job de tonnerre. J'ai adoré les guides qu'on avait. J'ai trouvé leur organisation exceptionnelle et je vous le recommanderais fortement. Mais après avoir fait l'expédition, j'ai vu comment est-ce que ce serait possible de se l'organiser soi-même, probablement avec beaucoup plus d'attention à certains détails que moi, je vais juste passer par-dessus. Mais c'est une rivière qui est quand même accessible, surtout de la section que nous autres on a fait. Alors, je vais commencer avec la présentation. Je présume que vous voyez, s'il y a quelqu'un qui peut me confirmer que tout oui, le monde... on la voit très bien, Gérald. Parfait. Alors, c'est un voyage que j'ai fait en 2018 sur la rivière Nahanni et c'était une combinaison de 2 semaines de canot puis 1 semaine de randonnée. Définitivement, si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site de Parc Canada et vous êtes capable d'aller chercher plein d'informations sur ce voyage-là. Il en donne beaucoup de détails. C'est vraiment une belle ressource. Et en plus, comme je dis, les compagnies qui sont des pourvoyeurs ont plein d'informations aussi à vous donner, incluant, comme dit les gens de Black Feather. Alors, Ottawa, en bas. On est parti, si je me rappelle bien, on s'est rendu à Calgary. Ensuite, de Calgary, on s'est rendu à Yellowknife. On avait de l'hébergement. Alors, on est arrivé quelques jours en avance de notre date de départ pour la rivière. Et on a eu la chance de rester à Yellowknife. Et ensuite, on a parti de Yellowknife pour se rendre à Fort Simpson. Alors, Fort Simpson, c'est le point de départ. C'est plus loin que le dernier point ici, là. Alors, Fort Simpson est à peu près là, si je me rappelle bien. Et après ça, c'est
de là où on prenait les petits avions pour les gars de se rendre. Alors, on a eu plein d'aventures par rapport aux avions. On était supposé d'avoir un gros Beaver et finalement, il y a eu un problème avec l'avion et on a dû, à la place, louer ces petits avions-là qui ne sont pas des Beavers, je me rappelle bien, je ne me rappelle pas exactement quelle sorte d'avion c'était. Mais c'est des float planes qui permettaient de transporter des canots, des bagages et seulement 3 personnes, en plus du pilote. Alors, on était un équipage de 12, qui veut dire qu'ils ont fait plusieurs voyages. C'était quand même 3 heures, si je me rappelle bien, d'avion. Alors, aller-retour, ça a pris 2 journées, 1 journée et demie pour les de transporter tout le monde. C'était 2018, il y avait plein de feux de forêt. Alors, on a su du pilote que les feux qui ne faisaient que brûler le bois, il les laissait brûler parce que c'est quelque chose qui est quand même naturel. Paysage incroyable. Alors, juste le petit voyage en avion, c'est le fun. Alors, on peut voir, par exemple, que c'est un terrain complètement différent. Tu sais, moi, je suis jamais allé à aucune place. Ah, c'est ça, les Twin Otters, c'est les plus gros, et les Beavers, c'est les plus petits. Merci du commentaire de quelqu'un. Alors, c'est ça, on fait le petit voyage en Beaver pour ensuite être capable de se rendre sur le beau lac. Nous, la place où on a améri et on a fait notre premier camping, c'était un lac qui s'appelait Honeymoon Lake. Alors, c'est un beau lac, très tranquille. Ça nous a permis de rassembler tout le monde, de faire quelques pratiques de canot parce que, c'est ce que j'ai pu comprendre, Blackfeather n'avait pas beaucoup d'exigences pour les gens, dans le sens qu'ils prenaient n'importe qui voulait payer le 7-8 000 $ pour le voyage. Alors, on a eu la chance d'être installé sur un lac qui était féerique. C'était incroyablement beau. La température, la météo était incroyable. Il n'y avait pas de mouches. Alors, j'ai été très surpris et très content de ça. On a eu la chance de relaxer un peu parce que, comme je dis, il fallait attendre les autres vols d'avion pour être capable de rapailler tout le monde. Mais c'était vraiment plaisant. Alors, ça, c'était le 30. Alors, j'ai mis les dates. On se retrouve maintenant au 1er août. On est sorti de notre petit lac. On a descendu un petit ruisseau en faisant du portage-tirage de nos canots pour se rendre à la Nahanni. Alors, vous allez remarquer une chose ici très intéressante, c'est la couleur de l'eau. Alors, dans notre petit ruisseau, vous pouvez voir que la couleur de l'eau est quand même assez brune. C'est tous les sédiments et l'eau qui vient de la rivière est plus bleu opale. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près le seul temps où on va finir par voir la couleur de l'eau aussi belle parce que le plus qu'il y a de petits ruisseaux qui rentrent dans la rivière, le plus que ça devient couleur brun chocolat. Alors ici, on peut vraiment voir la différence de couleur. Et il ne faut pas oublier que c'est de l'eau de glacier et c'est de l'eau incroyablement froide. Alors, le point de départ, c'était Honeymoon Lake. Alors, si vous faites une recherche dans Google Maps sur la rivière Nahanni, vous allez trouver Honeymoon Lake, qui est un des petits lacs là, qui est pas loin de là. Oui, c'était avec Blackfeather pour les guides. Pas de mouche, oui, c'est ça. Les canaux étaient fournis par Blackfeather, ça faisait partie du package, mais c'est possible, si je me rappelle bien, de louer de Blackfeather si vous choisissez d'organiser vos propres
votre propre voyage. Ensuite, nous voilà sur la rivière et on est en train de pagayer une rivière majestueuse. C'est un courant très rapide. Il me semble que je l'avais calculé à du 10 ou 15 km à l'heure. Alors, l'eau bouge à une vitesse incroyable qui pose d'autres sortes de problèmes parce que une rivière avec un courant si fort finit par créer des contre-courants qui sont quand même assez dangereux. Puis, il y a une histoire là-dessus plus loin. Oui, donc, tout était inclus. Le guide, les guides, les équipements. Nous, on avait juste besoin de s'amener nous-mêmes avec notre sac de couchage, notre tente, notre linge, et eux autres qui fournissaient le tout. Alors, vraiment un beau package pour les gens qui veulent être capables de se faire traiter aux petits oignons. Puis vraiment, ils faisaient un job incroyable. Sur la rivière, évidemment, il y a plein d'animaux sauvages. On a vu des orignaux, comme vous pouvez voir, un jeune, mais on a aussi vu des ours noirs par 3 occasions et plein d'autres animaux et ou les traces d'animaux. Juste une section avant d'arriver, ben, c'est maintenant, ça fait partie du parc. La frontière du parc a été extensionnée et il y avait quelqu'un, il y a plusieurs années de ça, je pense que c'est dans les années 70, qui était monté sur la Nahanni et avait choisi d'aller se bâtir un chalet, une maison sur la Nahanni pour y passer une année avec sa femme. Alors, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle le Honeymoon Lake. Et j'ai eu le plaisir de côtoyer Chris Harris, qui est un des fondateurs de Trailhead. Et Chris était monté là. Alors, ça dit, je pense que c'est des années 78 peut-être, ou 70. Il était monté là avec son père, Chuck Harris, et il avait mis la main à la pâte pour être capable de faire la construction de ce petit chalet-là, que j'ai trouvé quand même assez intéressant. Chris, c'est un gars qui se connaît très bien. Il a fait la Nahanni plusieurs fois. Il était aussi impliqué dans la création de Black Feather. Et on peut le voir ici, Chris, en train de se baigner dans ce petit hot spring. Alors, c'est de l'eau un peu plus chaude et on ne l'a pas réalisé, mais il y avait probablement la très bonne idée parce que le restant du temps sur la rivière, c'était l'eau, elle est très, 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 très froide, qui rajoute un autre niveau là, de complexité. Les guides étaient quand même assez jeunes. Et ici, on peut voir Zach avec son père. Alors, on était dans une expédition avec les pères des 2 guides. Alors, Zach avec son père Simon. Puis on va voir tantôt les autres. Nos installations, n'importe quel temps qu'on arrivait à un campement, c'était on installait la bâche en premier. Ensuite, on montait les canaux. On faisait cette espèce de combinaison de comptoirs soulevés pour que nos guides puissent être capables de nous préparer de la bouffe. De qu'est-ce que je peux voir, eux autres, un des critères absolument nécessaires, c'est d'être capable de cuisiner de la bonne bouffe. Et les deux, ils étaient très bons, même s'ils étaient quand même très jeunes, nos guides. Il y avait quand même beaucoup d'opportunités pour être capable de relaxer sur la rivière. Alors, une fois arrivé au campement, il y avait toujours plusieurs heures pour explorer, pour relaxer, pour faire de la lecture, quoi que ce soit. À chaque fois qu'on arrêtait, il y avait toujours de l'eau potable qui était mise à notre disponibilité. Et c'était un système avec les filtres standards comme qu'on utilise. La seule chose, c'est que l'eau étant plus
avec plus de sédiments, comme qu'on a vu tantôt. L'eau, il fallait la passer à travers du système de filtre. Il fallait laver les filtres de façon régulière pour être capable de s'assurer d'avoir de la bonne eau. Mais il y avait toujours de l'eau disponible et elle était quand même assez froide, qui était le fun. Merci Isabelle d'avoir commenté sur mes photos. Oui, elles sont très belles. Je suis hyper content. Vous allez voir que j'ai amené ma grosse caméra et tout ce que j'avais besoin. Ensuite, non seulement est-ce qu'il y avait de l'eau potable à chaque fois qu'on arrêtait, mais il y avait toujours une station pour être capable de se laver les mains. Parce que quand tu pars en expédition, il y a toujours le danger qu'une personne ait des bactéries et ensuite va répandre des bactéries à tout le monde. Alors, c'était vraiment le mot d'ordre, c'était de s'assurer de n'importe quel temps qu'on touchait de la nourriture, qu'on allait faire ses besoins, on touchait aux déchets ou quoi que ce soit, de toujours bien se laver les mains. Et, en parlant des toilettes, il y avait 2 kits de toilettes. Il y avait un sac, comme vous pouvez voir à droite, un petit sac étanche avec une pelle parce qu'on faisait des trous pour faire nos besoins, papier de toilette, du Purell pour les mains et un sac de papier parce qu'il ne fallait pas laisser le papier de toilette. Alors, on ramenait le papier de toilette dans le sac brun et on ramenait ça au camping pour le faire brûler, pour ne pas attirer les ours plus que nécessaire et aussi pour rendre l'environnement, de laisser le papier de toilette un peu partout. Alors, c'était la consigne de ramener ton sac avec ton papier de toilette pour brûler. Et vous avez remarqué aussi qu'il y a un spray, un bear spray. Alors, chacun des sacs avait ça parce qu'il y avait toujours la possibilité, puisqu'on était dans Bear Country, d'avoir une rencontre avec des ours. Il n'y en a pas eu. On a eu 0 problème avec les ours. Mais c'était quelque chose qui était toujours sur le qui-vive, surtout quand tu as les culottes autour des mollets et que tu entends un bruit un peu plus loin, que tu te prépares avec ton bear spray juste au cas. Le soleil, quand tu es rendu aussi loin dans le nord, même si on est rendu maintenant à la première semaine du mois d'août, le soleil se couche quand même assez tardivement le soir. Alors, cette photo ici, je me rappelle bien le date stamp que j'ai dessus, c'est aux alentours de 10h30, 11h moins quart. Et là, le soleil va éventuellement se coucher, il va faire noir. Mais évidemment, si on avait été plus à l'entour du mois de juin, début juillet, on aurait eu du soleil bien proche, 24 heures sur 24. Alors, on est rendu à la deuxième journée et là, maintenant, c'est le temps de rencontrer tout le monde. Cette photo-là, je l'adore parce qu'on peut voir les gens avec leurs habitudes matinales et c'était, pour eux autres, l'affaire la plus importante, c'était d'avoir leur tasse de café. Alors, les 3 boys étaient là avec le café, puis il y en avait toujours un qui se réveillait avant les autres, puis préparait le café pour le reste, parce que le café, c'est très important. Alors, on se présente, les gens de l'expédition. Alors, il y a moi-même, quand même assez bon pagailleur, je crois, mais je suis vraiment nul quand ça vient pour faire du hiking et je me le suis prouvé durant cette expédition. Mais je compense par ayant un très bon sens d'humour. Nos 2 guides, alors c'est Jake et Zach, qui ont 20 ans et 19 ans. C'est des guides de Black Feather. Ils ont 5 à 6 ans d'expérience chaque. Évidemment, on est rendu en 2022, alors là, ils continuent probablement dans le domaine, mais tu pouvais voir là, que c'était 2 grands chums et ils s'amusaient ensemble. La nuit, nous autres, on allait se coucher, puis eux autres devaient préparer pour le lendemain et tu pouvais les entendre placoter
une bonne partie de la nuit parce qu'il y avait tellement de fun. Simon, avec son fils, Zach. Alors, Simon, c'est un vice-président de quelque chose. Il avait amené son propre téléphone satellite et il a même dû participer à une rencontre de son équipe de gestion pendant qu'il était sur la rivière. Il y avait David, le père de Jake, qui lui était un PDG d'un organisme à but non lucratif, quelque chose comme ça, mais un athlète phénoménal. Le gars courait pour monter là, quand on faisait les hikes. C'était une vraie machine. Alors, les deux personnes que je connaissais, c'est Marie-Hélène, qui est aussi membre du club de canot, et Chris Harris, qui est membre, je crois, aussi du club de canot. Alors, c'était les deux personnes que je connaissais, avec qui j'ai fait l'expédition. D'autres personnes que j'ai rencontrées, alors Kelly et Randy, qui sont un couple, il y avait une dynamique quand même intéressante. Et quand tu fais 3 semaines avec du monde, au début, c'est peut-être un peu dérangeant, puis après ça, c'est drôle, puis après ça, ils deviennent tes amis. Alors, ça a été vraiment une belle découverte. Annie, une jeune femme je pense qu'elle avait 23 ans, quelque chose comme ça, et son père qui venait, les deux venaient du Minnesota. Et totalement charmant, ce groupe-là. Et encore, c'est du monde que tu viens apprécier. Et le dernier, c'est Gary qui venait de Los Angeles. Il n'avait pas fait de canot de sa vie. Il était plus proche que moi dans le hiking, si c'est même possible. Et il nous disait qu'il était un gars à la retraite du CIA et qu'il venait de pas la part. Chaque matin, préparation de bouffe. La bouffe, ça devient quelque chose, je crois, qui est très important. Ah oui, je me rappelle, quand on est arrivé, on nous donnait un petit goodie bag, alors un petit sac avec plein de bonbons. Alors, tu sais, c'était juste le plaisir de savoir que n'importe quel temps, tu peux te retirer à ta tante et tu pouvais aller manger tes bonbons, là. Évidemment, j'ai pensé après, c'est comme, ben OK, ils nous donnent des bonbons, mais on est dans un territoire avec des ours. Alors, pas exactement compris. Vous avez remarqué aussi qu'il y avait un firebox. Alors, l'idée est un peu différente. Alors, nous, sur nos rivières, sur notre territoire, tu fais un feu à une place où il y a déjà un feu, mais eux, c'était très important de toujours déplacer le fameux firebox et de jamais laisser de traces. Alors, tout était brûlé. On faisait des feux dans le fameux firebox. Et après, quand on avait fini, on vidait le firebox dans la rivière. Alors, il y avait pas l'idée de creuser des trous puis d'enterrer tes choses à cause du fait que tu étais sur un territoire d'ours. Il fallait tout brûler, il fallait enlever toutes les traces qu'on était passés à ce site de camping. Les sites de camping étaient phénoménaux. Alors, tu as toujours les montagnes pas loin. Tu peux voir le fameux tree line, alors les places où les arbres peuvent pousser, sinon, ben, c'est juste trop haut dans la montagne. Je vais vous faire remarquer la lune. Alors, c'est une demi-lune avec en décroissance. Et vous allez voir qu'à la fin de l'expédition, ben, c'est exactement le contraire. Alors, ici, comme je dis, c'est la vie en canot. Alors, on passe nos journées à pagayer. Le courant est incroyablement rapide, qui veut dire qu'on n'avait pas vraiment besoin de pagayer très fort pour être capable de faire les distances qu'on avait besoin de faire. Moi, je me rappelle en expédition, la plus grande distance que j'ai jamais fait en expédition, c'était sur la très haute Gatineau. On avait réussi à faire à peu près 20 à 22 ou peut-être 23 kilomètres dans une journée et c'était une grosse journée. Ici, on a fait 2 journées d'à peu près 60 kilomètres. C'était phénoménal à cause du fait que
la rivière coulait si rapidement que, comme je dis, tu avais besoin de travailler très, très fort pour être capable de descendre la rivière. J'ai eu le plaisir, pendant cette journée-là, de pagayer avec mon amie Marie-Hélène. Et juste le coin, là, ici, là, quand on descend, on s'est retrouvé à prendre un embranchement. Il y avait comme une petite île. Et on a pris un embranchement que les autres n'avaient pas pris. Et on se pensait bien smart jusqu'à ce qu'on essaye de faire un arrêt contre courant. Et on a bien proche chaviré notre bateau. Et mon amie Marie-Hélène a été capable de faire un cross-draw pour être capable de récupérer notre position. Alors, j'étais bien content d'avoir une bonne pagailleuse avec moi dans le bateau. À chaque fois qu'on arrêtait, c'était la chose la plus importante, c'était de nourrir les participants. Vous allez remarquer que les deux guides, Zach et Jake, sont assis là et ils attendent que nous, on ait fini de manger avant de se servir. C'est probablement la politique de Black Feather, qui était, j'ai trouvé ça quand même cute là, de faire ça. C'était comme bien normal, tout le monde ensemble. Pour ceux qui adorent faire de la pêche, les rivières du Nord, il y a plein de poissons. Je ne pourrais même pas vous dire c'est quelle sorte de poisson. Peut-être que quelqu'un va le reconnaître. Arctic char, peut-être. Mais juste pour dire que Simon était très content de son poisson et on l'a mangé. Ah oui, alors j'ai dit qu'il y avait plein d'animaux. C'est les traces de loup. Alors ça, c'est mon pied. Chose quand même un 9,5, bien proche un 10. Et la trace du loup est à peu près aussi large que mon pied. Alors, je peux juste m'imaginer le bétail qui a produit cette trace-là. On descend la rivière, il y a bien des fois, on était juste connectés ensemble, on s'attachait les uns aux autres, puis on faisait juste descendre, on relaxait. Comme je dis, c'est une descente bien relaxe. C'est pas comme l'autre section de la rivière. Il y a une autre section qui s'appelle le Rock Garden, qui est beaucoup plus eau vive. C'est de l'eau calme. Il y a seulement quelques gros rapides ici et là dans cette section ici, avant qu'on arrive à Virginia Falls. Alors, on est rendu maintenant au 3 août et nos guides nous avaient dit on fait 2 journées de hike. There's the hard hike, qui était notre première journée. Alors là, on part de la rivière et on monte sur un terrain qui est quand même assez plat à travers la forêt, une forêt assez dense. Il y a une trail qu'on a été capable de suivre. Il y a quelques indicateurs ici et là, mais c'était quand même assez exigeant parce qu'il fallait transporter avec nous la nourriture pour 5 jours, plus tous nos équipements de camping et notre linge. Évidemment, on a laissé des canaux. On les a attachés, c'était quand même intéressant, puisqu'on était dans un territoire avec des ours, les 2 canaux encoqués un par-dessus l'autre avec des straps pour que les ours n'aillent pas jouer dans nos enfants. Alors, il faisait quand même assez chaud, comme je dis, pas de bébite. Puis l'effort nécessaire faisait que finalement, c'était très, très confortable quand on a fait la montée. Et on tombe ensuite sur des scènes incroyables. Alors, ça, c'est pas moi qui ai pris cette photo ici, mais je l'adore. Je trouve que c'est une des plus belles photos là, de notre expédition. Ça, c'est la mienne. J'ai pris cette photo-là et notre destination est dans le fond. Alors, les montagnes que vous voyez là, dans le fond, là, c'est notre destination ultime. Ça s'appelle Fairy Meadows dans le Cirque of the Inclinables. Et au fur et je pense qu'ici, j'ai juste changé de lentille. C'est ça, j'ai fait un zoom là. Mais on s'en va exactement là. On s'en va là. On a amené avec nous quelques pagaies parce qu'on était pour retrouver des canaux que Black Feather avait entreposés sur le bord d'un des lacs, ben, le dernier lac qui s'appelle Glacier Lake. Et alors, comme je dis, nous autres, on était assez prévoyants pour être capables de s'amener des pagaies. Parce que
Une fois arrivé là-bas, ben là, les gens, ils voyaient des canaux, mais il n'y avait pas de pagaie. Alors là, les gens se patentaient des pagaies pour être capables de traverser ce fameux lac-là, Glacier Lake, pour se rendre à notre base camp. Alors, incroyablement beau lac. Vous voyez encore l'eau couleur plus opale. Et le site de camping est un peu vers la droite ici, là, dans la distance. Et comme si notre destination ultime est en haut. Wildlife incroyable, balbuzard pêcheur avec un nid, ça a dû être un bon 2 mètres de diamètre. Et arrivé au site de camping, ben, tu t'installes là, sur les cailloux. C'était confortable, mais rien de luxueux. Encore la fameuse le zoom de la montagne. Et vous allez voir cette montagne-là revenir à plusieurs reprises. C'est du granit, de ce que j'ai compris. Et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire de l'escalade. Alors, nous voici au Base Camp. C'est opéré par Parc Canada, ce site-là. Alors, il y a un Ranger Station avec, je pense, 2 cabines qui ne sont pas pour louer, mais des places pour les Rangers. Et tu peux aussi arriver ici en avion, en hydravion, pour les gens qui veulent faire ça. Et encore, coucher de soleil incroyable, là, en entour de 10h30, 11h. Avec une luminosité incroyable dans la montagne. Et là, on arrive ensuite au deuxième jour. Alors, autant que la première journée, c'était The Hard Hike, cette journée-ci, c'est The Harder Hike. Alors, autant qu'on avait tous des gros pack-sacs et on transportait 70 livres de stock chaque. Puis je dis on, puis on, ça veut dire qu'on s'exclut. Alors, j'ai été quand même choyé, puisque je n'étais pas un très bon randonneur, à me débarrasser d'à peu près tout ce que j'avais dans mon pack-sac. Alors, tout le monde partait, que leu, on monte dans la montagne. Et ici, on est bien proche rendu, là. On s'en va là, on peut le voir, là. Mais le monde, alors mon ami Gary et moi, on est crevés et notre guide, Jake, a resté avec nous parce qu'on était les plus lents. Et alors, il y avait les lièvres qui sont partis avant nous et ils sont montés et ont amené un maximum de stock. Et notre guide, menteur comme qu'il est, il était là et il disait: Ah oui, oui, il dit donne-moi ton équipement, Gérald, pas de problème, je me sens léger, là, moi je suis capable de prendre plein du stock. Là, moi j'aime ça, là, faire du portage d'équipement. Évidemment, une fois qu'on est arrivé à destination, le pauvre Jake s'est écoulé par terre après avoir transporté tout mon stock, tout le stock à Gary. Il y avait 3 pack-sacs sur le dos. Il était absolument incroyable. Gérald, on a 2 questions, si tu permets, qui sont dans le chat. Oh, oui. La première, c'est les canaux pour traverser le lac appartiennent-ils à Blackfeather? Et puis l'autre question, c'est on parle de combien de dénivelé et de distance pour les jours de randonnée à peu près? Oui, alors oui, les canaux appartiennent à Blackfeather. Pour le dénivelé, je l'avais calculé. Je vais peut-être regarder dans mes notes là. La distance, si je me rappelle bien, je pense que c'était 6 km pour la deuxième journée. Et ça, c'était en montagne. Et la première journée, si je me rappelle bien, c'était 10 ou 12 km qu'il fallait monter. Alors, tu sais, une randonnée normale, là, si tu veux, je sais pas, là, 12 km, tu pourrais faire ça peut-être en 3-4 heures. Mais nous autres, ça nous a pris à peu près pendant toute la journée pour être capable de se rendre. Et ensuite, comme je dis, la deuxième, the harder hike, c'était, tu étais vraiment dans la montagne là, et tu montais bien proche avec les mains
pour être capable de gravir là, les roches. Alors, je vais regarder les autres questions. On a une main levée de Sébastien, si tu permets. Oui, je vais juste lire les autres questions avant Sébastien. Sont-ils barrés, ces canaux-là? Non, ils ne sont pas barrés. Ils sont là, ils sont disponibles. Comme je dis, le Blackfeather les met à disposition. Évidemment, si eux, Blackfeather, ont une expédition de cédulés et que quelqu'un qui est parti avec leur canot, il ne serait pas bien ben content. Alors, peut-être vérifier avec eux autres, mais je pense que c'est possible de faire une entente avec eux. Sébastien, vas-y donc. Oui, ça m'amène à ma question. Est-ce que ça serait réaliste de monter des canaux jusque-là ou c'est pas réaliste? Moi, je ne le ferais pas. T'es dans le bois, là. Puis il faut dire là, que la première partie, là, comme si je reviens, là, t'es comme t'es là-dedans. Là. Alors, non, moi, je pense que eux, qu'est-ce que Blackfeather a fait, c'est qu'ils ont probablement monté en avion. Et ils ont laissé là, sur le bord du lac, Glacier Lake, pour ensuite se permettre à eux autres de faire leurs affaires. Mais il y avait comme un vieux canot qui était là en aluminium. Vous allez voir plus tard là, qu'il y a quelqu'un qui se l'est même permis là, pour être capable de. C'est beau? D'autres questions? Je continue? Parfait. Alors, mon ami Jake, les vues époustouflantes. Puis comme je dis, on est rendu maintenant above the tree line. Alors là, tu vois, là, ici, là, il n'y en a plus d'arbres. Alors, tu es quand même à zéro. Ah oui! Alors, c'était quand même un travail incroyable à monter jusque-là. Et moi, personnellement, je me sentais comme si, OK, là j'ai vraiment besoin là, de me laver. Alors, j'ai ma petite bouteille de savon dans ma main gauche et je suis en train de regarder l'eau glaciale. Je n'ai pas été capable d'aller dans l'eau parce qu'elle était glaciale. Alors, je prenais de l'eau, là, puis je me suis aspergé, là, mais c'est le mieux que j'ai été capable de faire. J'ai jamais eu aussi froid là, dans une eau là, que celle-là. La température, évidemment, il y a un changement de température parce qu'on est monté en altitude. On était très bien habillés, alors là, on n'a pas eu froid. Les températures comme telles n'ont pas descendu. Il faisait peut-être du 10 ou du 12 degrés. C'est une zone quasi désertique, si je me rappelle bien, ou semi-désertique, qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de soleil à la place. Alors, c'était vraiment confortable. J'ai beaucoup adoré l'emplacement de notre site de camping. Nos guides nous préparaient de la bouffe, mais comme vous pouvez voir, il y a une tradition. Alors, ils ont malheureusement renversé une partie de la bouffe qu'ils nous préparaient. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, oh, c'est quoi ça? Il dit, oh, that's guide food. En d'autres mots, eux ne pourraient que manger qu'est-ce qui resterait parce que leur nourriture, ils l'ont échappé sur le sol. Alors, c'était quand même assez drôle. Puis évidemment, on a pris pitié d'eux, puis on les a nourris là, parce que c'était nos, workhorse, mais guide food quand ça se retrouve par terre. Toilettes, alors c'est une place où il y a des toilettes qui sont construites et un système d'être capable de bouger la petite cabane pour permettre aux besoins de sécher ou de composter ou je ne sais pas trop quoi. Et vous pouvez voir en bas ici, c'est nos tentes. Alors, pour se rendre aux toilettes, là, il fallait que tu planifies ton affaire parce que tu avais un bon 20 à 25 minutes de marche pour être capable de te rendre aux toilettes. En plus, il y avait une bécosse, là, comme pas une bécosse, une boîte, un Thunderbox. Alors, vous voyez mon ami Chris assis là au milieu de
la place sur le Thunderbox. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, Chris, il y a une belle toilette juste ici, là, pourquoi tu vas aller sur le Thunderbox? Il dit, Gérald, regarde le paysage que moi, je suis capable de voir assis sur le trône. J'ai dit, ouais, tu as absolument raison. Là, cette petite cabane, là, la bécasse comme telle, ça ne sentait pas nécessairement très bon. Et tu avais certainement pas la belle. Encore d'autres photos de le paysage incroyable. Alors, ça, c'est pas Glacier Lake, ça, c'est le premier lac. Tu sais, la belle photo là, en bleu, là, ça, c'est ce lac-là, parce que Glacier Lake est encore plus proche. Alors, on ne le voit pas avec l'angle qui est juste là. Il y avait évidemment un certain montant de nuages, autant que c'est semi-désertique. Il y avait de la brume, du brouillard. On passait beaucoup de temps à jaser et faire des randonnées. Ah oui, alors, remarquez ici, cette section-là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais vous allez voir que la prochaine photo, juste pour vous donner une idée des dimensions. Alors, tu sais, ça, c'est le gros caillou qui est là à gauche, et là, le monde qui sont installés un peu plus haut. Comme j'ai dit, c'était un site qui est vénéré par les gens qui font de l'escalade. Alors, eux, ils venaient, ils amenaient leurs cordes, tous leurs équipements, et ils laissaient les équipements là pour qu'ils puissent être capables de juste se rendre à l'âge au site pour ensuite être capable de faire de l'escalade. Parce que, supposément que c'est un des plus beaux sites d'escalade au monde, dans le top 10. Vous avez remarqué qu'il y avait de la glace. Alors, il y a des neiges éternelles sur certaines sections de cette petite place, Ferry Meadows. Alors, il y a quelqu'un qui a été assez smart d'amener de la tequila et des mix pour qu'on puisse être capable de faire des margaritas. C'est payé la traite. Photo de groupe. J'adore cette photo. Je l'ai imprimée et affichée à mon chalet. C'est vraiment, là, à chaque fois que je vois cette photo-là, là, j'ai un petit pincement au cœur. Le fameux monolithe qui se retrouve juste là, à la petite de camping. Plusieurs petits animaux, alors des vrais marmots, là, des marmottes. Et celle-là, je pense, c'est un mountain marmot, qui est quand même assez cute. Et moi, je ne l'ai pas vu, mais il y a eu un billy goat, alors une espèce de chèvre de montagne que les gens ont vu. Comme je dis, une des activités, c'est d'aller faire des randonnées. Alors là, on partait là, à gauche et à droite. C'est quand même très sécuritaire. Alors, tu sais, on pouvait facilement se promener. Et on a monté jusqu'en haut. Alors, vous allez voir en bas, à droite, notre site de camping avec les tentes. Et là, j'ai le dos, là, la fameuse montagne. Puis encore, ça, c'est un peu plus loin, là, tu rentres dans les crevasses. Ah oui, ça, c'est le fameux lac, alors Glacier Lake. Et on peut voir aussi le ruisseau qui alimente Glacier Lake. Alors, c'est là où on avait notre base camp en bas. Les gens peuvent se rendre en avion. Alors, c'était une opportunité pour les gens de partir de, je pense que c'est Fort Simpson, qui est quand même un bon 3 heures de là. Alors, tu pouvais te rendre et aller voir ce site-là là, qui est absolument magnifique. Et en plus, être capable de te rendre aussi à Virginia Falls. Photo de gens qui s'amusent. Ah oui, il n'y a plus cette journée-là. Alors, on nous a fait un spaghetti et les gens mangeaient avec appétit. On est redescendu, rendu maintenant au 7 août. Et c'est la fête à Annie, autant qu'on pense qu'elle a peut-être 23 ans. On s'est moqué d'elle en disant que c'était une petite jeune de 16 ans. Et on lui a fait un beau gâteau au fromage.
comme je dis, là, avoir des talents de cuisinier, c'était quelque chose qui était quand même assez on sèche les affaires comme qu'on peut parce que, évidemment, on transpire. Et me voilà, feignant, force et endurance. Mais, comme je dis, je ne suis pas un très bon hiker. On a trouvé des chagas. Alors là, on s'est fait du thé au chaga. Je me suis promené un peu en canot. Vous pouvez voir là, les deux petites cabines. Alors, il y en a une qui est comme un entrepôt près des tentes et l'autre qui est à droite, qui est le chalet du Park Ranger qui était assigné à cette section-là du parc. On peut voir ici qu'il y avait eu des avalanches. Alors, les traces d'arbres qui ont été arrachées par une avalanche. Et aussi, on est dans une zone qui est quand même assez active géologiquement parlant. Alors, c'est un petit spout qui projette de l'eau du fond de pas du fond de la terre, mais qui est un peu plus bas, là, qui jaillit. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de sédiments. Je présume que c'est du fer et que c'est du fer mouillé là, qui se retrouve. Et notre fameux beau lac, Glacier Lake. Et on s'amuse comme qu'on peut. Alors, on a joué au baseball avec les rushs. On a joué beaucoup aux cartes. Alors, pour ceux qui se connaissent un peu au euchre, c'est une main où j'ai recommandé à mon amie Annie de ne pas essayer de prendre parce qu'elle n'était pas plus bien. On me demande, est-ce qu'on avait des dry suits? On a tous apporté des dry suits, sauf le gars qui avait le plus d'expérience, et ça, c'est mon chum Chris Harris, parce que Chris, il a dit, regarde, il dit, tu es un bon pagayeur, il n'y a aucune christie de manière que tu vas aller à l'eau. Puis même si tu vas à l'eau, les bords ne sont pas loin. Alors lui, il a fait toute la descente de rivière sans dry suit. Moi, j'avais un dry suit et j'étais content d'avoir un dry suit. Pas parce que je l'avais besoin, juste parce que je me sentais en sécurité et ça te donnait un peu plus de chaleur. Mais oui, tout le monde avait des dry suits. Alors, vous vous rappelez là, que je disais qu'il y avait des gens qui venaient de loin et de partout pour être capables de venir faire de l'escalade. Et les voilà avec un des vieux canots que Blackfeather avait laissé. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas amené de pagaie, eux autres. Ils se sont patentés des pagaies. Alors, le gars en avant, il a une espèce de pôle avec un couvercle de chaudron. Ça, c'est une des pagaies et l'autre pagaie fabriquée de morceaux de bois qui ont été retrouvés sur le site. Alors, on s'est bien moqué d'eux, on a trouvé ça quand même assez drôle. Et les voilà, c'est 4 Français qui, eux autres, ils venaient de Chamonix, pour venir faire de l'escalade. Alors, je leur ai posé la question, j'ai dit, pourquoi est-ce que vous venez jusque sur la Nahani? Ils ont dit, c'est un des top 10 sites pour faire de l'escalade au monde. Donc, j'étais quand même impressionné. Coucher de soleil, il est rendu tard encore. Et là, le dernier jour de notre escalade, on redescend. Alors, voilà notre groupe. On commence à voir les barbes un peu plus longues. Il y a du monde qui se rase, ça là, ici, là, dans mes photos. Et, mais la descente, évidemment, c'était quand même assez plaisant et un peu confusionnel parce que le chemin pour se descendre n'était pas aussi bien marqué, je pense. Là. Alors, là, il fallait faire attention pour ne pas se perdre. De retour sur le bord de la Nahani, on recommence à pêcher. Ça, c'est une autre sorte de poisson que je ne connais pas, avec toutes sortes de nageoires phénoménales. Arctic Grayling, merci José. Un Arctic Grayling, ici, attrapé par mon ami les voilà en train de préparer du jambon. Ah, pas mangeable, dit José. Jambon, c'était quoi? C'était une espèce de repas phénoménal, mais
vous voyez, on est rendu quoi, à la 7e, 8e journée et on a quand même de la viande fraîche pour être capable de manger. Alors, oui, c'est définitivement possible d'entreposer les choses pour être capable d'avoir de la bonne bouffe. Comme je dis, les couchers de soleil, c'était phénoménal. L'espace était c'est comme mythique, puis c'est silencieux, là, il y a absolument zéro bruit là-dedans. Alors, nous voilà rendus maintenant le 9 août, alors la 10e journée, et on arrive au monticule de Tuf. Alors, ça s'appelle Rabbit Kettle. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît le monsieur? Alors, eux autres ne faisaient pas partie de notre groupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît ce bonhomme-là? Alors, je vais donner 5 $ à la personne qui est capable de deviner c'est qui. Alors, c'est Doug Ricebrough, joueur des Canadiens, ex-joueur des Canadiens, avec son frère. Alors, eux, ils ont organisé la rivière eux-mêmes, mais ils nous ont quand même suivis parce qu'on offrait un certain niveau de sécurité, je présume, parce qu'ils étaient un canot seul. Et comme je dis, ils nous ont suivis pour une bonne partie de la rivière. Alors, ici, on se prépare pour aller faire un petit hike, c'est peut-être 1 kilomètre pour se rendre au base camp de Rabbit Kettle. Et voilà le lac de Rabbit Kettle de toute beauté. C'est un site enchanteur. Il y a des guides de Parc Canada qui habitent. Ici, c'était 3 ou 4 dames, 4 dames qui étaient là, qui étaient les guides parce que pour se rendre au le monticule de Tuf, il faut être accompagné de guides de Parc Canada. On est dans une zone des ours. Alors, la dame était en train de nous expliquer avec démonstration des ours, les grizzlies, qui se retrouvent dans la section. Et elle disait qu'elle avait 4 outils qu'elle utilisait pour être capable de éloigner les grizzlies. Évidemment, il faut toujours faire attention, puis écouter, puis être sensible, mais ça commençait toujours avec sa voix. Alors, elle criait pour être capable d'éloigner l'ours. Elle avait un sifflet, bien, criait et sifflait. Elle avait son air horn, alors que vous voyez dans sa poche. Elle avait les bear bangers et elle avait aussi le fameux bear spray. Qu'est-ce qu'on a su finalement avec le bear spray? C'est que l'ours doit être à 3 mètres, maximum 3 mètres de toi avant que tu puisses être capable de décharger ton bear spray, qui veut dire que tu ne veux jamais te rendre à cette situation-là. Parce que à 3 mètres, tu paniques. C'est un grizzly. C'est gigantesque et féroce. Alors, eux développaient des techniques. Évidemment, ils se promenaient toujours en groupe. Sur le territoire, il y avait les outils nécessaires. Ils n'avaient pas de fusil. Alors, moi, j'avais toujours pensé que tu aurais quand même une carabine en quelque part. Puis pour les autres, c'était non, ça ne faisait pas partie des stratégies permises sur le territoire de Parc Canada que de tuer les ours. On a eu la chance de jaser un peu avec eux et vous allez voir que l'histoire du bushy-tailed wood rat va ressortir parce que pendant qu'on était en haut à Fairy Meadows, dans le Cirque of the Unclimbables, nos amis, nos guides ont vu dans une des grottes, et on n'est pas supposé d'aller dans les grottes, mais on a vu dans une des grottes un bushy-tailed wood rat qui finalement, après avoir lu le livre, on a réalisé que son territoire était en train de devenir plus grand et c'était la première fois qu'il avait été vu dans une section aussi nordique. Notre guide nous a ensuite amenés vers le monticule de Tuf. Alors, vous allez voir qu'il y a plein de feuilles par terre. On est le 8, 9, à peu près le 10 août, le 9 août, et c'est déjà l'automne pour eux autres.
on a appris évidemment que les peupliers, les aspens, tu peux frotter leur écorce pour être capable de te mettre une espèce de baume qui va agir comme sunblock. Lui, il s'appelle Crystal Lake. J'ai adoré ce lac-là. C'est incroyablement beau. Évidemment, il y a les belles montagnes à l'arrière avec le bleu puis toute l'équipe. Ça faisait partie de la hike. Et là, on peut voir à la distance le fameux monticule de Tuf. Et c'est toute une espèce de géologie. L'eau descend, se rend sous la terre, va chercher des dépôts de calcaire et ensuite est repoussée vers la surface et ça finit par créer, là, vous allez voir, le monticule de Tuf. C'est vraiment, vraiment beau. Alors, ils ont pris le temps de nous expliquer la culture, les Dénés et les... Ou c'est un autre groupe qui se retrouve dans cette zone-là. Et comment est-ce que finalement le monticule de Tuf représentait pour eux quelque chose de très important dans leur culture. Il y a plein d'animaux sauvages, comme je dis, porc-épic qu'on a vu. Et il fallait traverser la rivière, une petite rivière pour descendre de l'autre côté. Et il y a quelqu'un qui a décidé ou dessiné un système pour être capable de permettre de faire des bacs avec des cordes pour transporter les gens et leurs équipements pour se rendre de bord. Alors, nous voilà en train de fournir le manpower nécessaire pour être capable de tirer le bateau pour faire le bac pour traverser la rivière. Une des légendes autochtones dit que c'était une place où on se rendait pour être capable de demander safe passage durant nos voyages. Et si tu voyais des figures, des faces, des visages dans le roc, c'était un bon signe et que ça t'apporterait de la bonne chance. Et nous voilà en train de marcher. Vous allez remarquer qu'on est, savez-vous de quelle nation autochtone vient cette légende? Bonne question, je peux vérifier, mais c'est les gens qui sont locaux dans la région. Vous allez remarquer ici qu'on est nu-pieds et on marche sur le monticule comme tel. Alors, pas question d'avoir nos bottes pour ne pas endommager et on nous demandait de marcher où l'eau coulait. Qui était quand même intéressant. Alors, ce trou-là, qui est au top du fameux monticule, les scientifiques ont descendu des cordes et c'est 1 kilomètre de profond. Alors, nous, on ne l'a pas fait, là, mais les gens avant, là, comme l'année d'avant, là, ils se baignaient là-dedans. Alors là, moi, je trouvais que c'était comme incroyable là, de même penser à vouloir faire ça. Oui, c'est ça, c'est les Dénés. Merci, Judith. Mais tu regardes là-dedans, là, puis je pense que il y a des morceaux de bois, il y a des affaires que les gens avaient lancées là, il y a longtemps de ça. Mais comme je dis, c'est un site d'importance autochtone. Et la raison pour laquelle ça s'appelle Rabbit Kettle, c'est que il y avait, quand les gens sont arrivés, ils ont vu qu'il y avait plein de petits ossements de lièvre autour du trou. Alors là, je ne sais pas si c'est une légende, mais l'idée étant que, ah oui, c'est like a kettle, c'est comme un chaudron, puis là, les gens mettaient les os dedans, mais finalement, on pense que c'est peut-être plus des coyotes, les loups, les renards qui tuaient les animaux, mais là, les amenaient ici parce que c'est de l'eau qui est chaude, alors ça permet d'avoir un espace qui est moins froid là, en plein hiver. Alors, voilà le dénivelé là, qui est créé de façon naturelle par le monticule de Tuf. Et l'eau dégoûte. Alors là, on est de retour sur la rivière. Il y a eu un épisode quand même très intéressant la nuit d'après le monticule de Tuf. On est allé à ce site de camping-là et nos guides, j'ai resté quand même assez tard avec les deux guides qu'on jasait. Et à un point, un des guides
Zach qui revient, il dit « Oh my God, j'ai eu tellement peur, j'ai entendu soit un ours ou un orignal faire ce qu'il appelle un bluff charge. » Alors, c'est quand l'animal vient pour aller vers toi, juste pour être capable de te faire reculer. Alors, on a écouté pour le son, mais finalement, c'était des nighthawks. Alors, c'est un oiseau qui va dans son vol pour manger des insectes et utilise ses plumes pour être capable de faire une espèce de bruit. Alors, si jamais vous avez la chance d'écouter ce son-là, alors on a eu la chance de l'entendre. C'est des nighthawks. Une journée très froide, il y avait une espèce de gros vent. Notre ami Chris, qui se connaissait très bien en construction d'abris, nous a monté un abri en triangle comme ça, qui était vraiment ce qu'on avait besoin. Vous voyez tout le monde, là, son manteau, là, il faisait quand même froid. Et, puisqu'il y avait plu, dans la montagne, il y avait de la neige. La belle neige. Probablement un shepherd's pie. Et le lendemain, le soleil est de retour et il fait beau et chaud. Et là, on arrive sur un oxbow. Alors, c'est une espèce de partie de la rivière qui devient abandonnée avec le temps parce que la rivière devient plus droite. Et c'est une espèce de beau lac. C'était superbe, c'était vraiment beau. Mais, autant qu'on a eu la chance de se baigner, vous allez voir, là, près du canot, en bas à droite, il y a des cailloux. Mais puisqu'il n'y avait plus, on a remarqué que le niveau d'eau avait monté. Alors, plein d'histoires dans les rivières nordiques où les gens ne font pas attention au niveau changeant de l'eau et tu peux facilement te retrouver dans une situation où il pleut dans une autre section de la rivière et à cause que c'est un gros watershed, toute l'eau se retrouve dans la même rivière et les niveaux d'eau peuvent monter quand même assez rapidement. Nous voilà, je pense qu'il est peut-être 10h30, on est en train de jouer aux cartes, on joue au euchre, qui était notre jeu préféré. Et maintenant, on arrive à Virginia Falls. C'est la fête de Jake. Alors, Virginia Falls, qui est un site incroyable que vous allez voir. Ils ont fait beaucoup de travail pour aménager des trails et ne pas endommager le territoire. Et nous voilà arrivés. Ah, alors, le bruit ici, là, autant que la rivière, elle est silencieuse, ici, c'est incroyable parce que, comme ça a été noté, c'est 2 fois plus haut que les chutes Niagara et le volume d'eau qui passe là est phénoménal. Les fameuses chaises rouges de Parc Canada. Et ça porte à réflexion. Là, tu t'assois et tu regardes la rivière couler. C'est des troncs d'arbres qui avaient peut-être, je sais pas, 10 mètres, 7, 8, 9, 10 mètres de long qui sont accrochés sur une espèce de tablier de roc dans le milieu de la rivière. Ensuite, ça, c'est le premier, il appelle ça Fort Canyon. Alors, il y a 4 gros canyons après la chute. Et on va se retrouver plus bas, plus tard, dans quelques jours, parce qu'on a passé 2 jours maintenant à Virginia Falls. Et évidemment, la chance d'aller visiter, prendre des photos un peu partout. Ah oui, on a eu de la pizza. Et encore, situation quand même assez drôle. On ne savait pas exactement c'était quoi les proportions pour faire la pâte à pizza. Alors, notre ami Simon a utilisé son téléphone satellite pour appeler son beau-frère, qui est boulanger, et nous a donné la recette pour de faire de la pâte à pizza. Probablement la meilleure pizza que j'ai jamais goûtée de ma vie.
Encore beaucoup de temps pour relaxer. Ce sont des places pour que les avions puissent être capables d'amérir et de s'attacher dans la rivière, un peu plus calme à cette place ici. Évidemment, il fallait faire des hikes. Il fallait faire des hikes bien proche tout le temps. Alors, moi et mon ami Jake, Jake a dit, ah, Gérald, il dit, je me sens un peu fatigué, ça te tente-tu, on va rester ici. Alors, j'ai bien compris qu'il ne voulait pas traîner de la patte avec moi toute la journée. Alors là, j'ai surveillé mon ami Jake pendant qu'il dormait. Alors, ça, c'est des photos que quelqu'un d'autre a prises. Le fameux Oxbow, l'espèce de lac là, qui n'est pas directement sur la rivière, vous le voyez là, au centre de l'image. Alors, me voilà, votre héros, en train de descendre. Je suis très bon pour descendre les hikes, mais encore un territoire époustouflant. La chute comme telle se trouve à la gauche, alors centre-gauche de la. Alors, d'autres photos de Virginia Falls. Et nous voilà, on est rendu au jour 14. Alors, il nous reste seulement 7 jours avant de sortir. Et là, vous voyez tout le monde équipé avec leur dry suit, excepté mon ami Chris, qui n'a pas de dry suit. Et tout le reste du monde est bien équipé pour de l'eau froide. Alors, photo que je vais toujours garder avec moi dans mon cœur. Alors, pour descendre cette section-là, parce que là, on arrive finalement dans une section de rapide, on est en train de nous montrer la bonne technique pour être capable de, si jamais tu te retrouves à l'eau, alors, technique que vous connaissez probablement, la tête vers l'amont, les pieds vers l'aval, plier un peu pour être capable d'absorber si jamais vous frappez de quoi. Utilisez vos mains pour être capable de dénager et de diriger votre corps pour vous rendre sur le côté. Question de Christiane, non, on n'a pas fait le Rock Garden. Alors, nous, on a commencé après la section d'eau vive. Alors, il y avait des rapides, mais pas des rapides comme dans le Rock. Et là, nous voilà en train de descendre. C'était pas dangereux, là. Puis bien proche n'importe qui, là, même un pagayeur intermédiaire ou comme moi, j'ai dans mon canot, qui est mon ami Gary, qui n'a jamais fait de canot de sa vie. On était capable de s'en sortir, c'est bien. Et l'opportunité de prendre des belles photos un peu partout. Alors, encore des sites de camping époustouflants, surtout incroyablement beaux. Coucher de soleil. Et ma place préférée là, sur toute la rivière est spectaculaire d'un bout à l'autre. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Pulpit Rock. Alors, Pulpit pour cette formation rocheuse-là qui se trouve au centre. Puis ça a été vraiment une belle place. Alors, oui, me voilà. J'ai monté une petite blessure sur mon genou. Alors, notre site de camping est en bas. Vous pouvez le voir au centre de la photo. Une belle petite hike. Évidemment, là, je suis rendu chevronné en tant que hiker. Et mais des photos comme j'ai appris ça. Quand même aussi dangereux. Là. Il me semble que cette section-là, il y a une partie qui est comme déboulée après qu'Annie ait laissé la place. Et c'est un rockfall, alors là, on s'organise comme on peut. On joue comme on peut. Alors, ça, c'est un jeu que nos guides pratiquaient, qui était de prendre une cuillère et de la faire tournoyer dans notre bouche d'un bout à l'autre. Comme je dis, on s'amuse comme on peut. Alors, moi, je suis un grand friand des aurores boréales et j'ai été choyé durant notre voyage. J'ai eu des aurores boréales. C'était vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on est reparti le lendemain de Pulpit Rock. Là, vous pouvez vraiment voir la fameuse formation rocheuse qui est là. On continue à descendre, on arrête un peu partout.
la journée, les journées se suivent et se ressemblent et sont toutes spectaculaires. Alors, vous vous rappelez des fameux Bushnell Wood Rats? Alors, on a pris ça comme étant notre emblème, notre mascotte. Et David a taillé une pagaie parce qu'il y a un paddle house, un paddle shack, où on va accrocher cette fameuse pagaie. Et Annie, étant l'artiste incroyable qu'elle est, nous a dessiné un Bushy-tailed Wood Rat. Je me suis permis de trouver un Black Feather. Ça, c'est comme des têtes de sœur, de ce que je me rappelle. Incroyablement bon, avec beaucoup de cannelle et beaucoup de sucre. Ou peut-être c'était des Cinnabon. Et d'autres aurores boréales. Comme je dis, je me suis vraiment payé là-dessus. On est rendu au jour 17. Alors, il nous reste seulement quelques jours sur la rivière. Et là, évidemment, pour nous distraire un peu, on a organisé un talent show. Là, tout le monde avait l'opportunité. Il y en a qui ont écrit des poèmes. Nous autres, on a repris la chanson Hotel California. C'était l'opportunité de montrer nos talents. Juste pour vous montrer un peu les formations rocheuses, c'est quand même des bluffs, là, des roches, des côtés de montagne, là, qui étaient jusqu'à 1000 mètres de haut à partir du niveau d'eau. C'était phénoménal. Là. Et vous pouvez voir aussi les formations géologiques avec le terrain qui se fait pousser. Évidemment, c'est dans les rocheuses. Alors, c'est. Ah oui, alors ça, là, il est comme 2 heures de l'après-midi, puis déjà le soleil s'en va se coucher. Pourquoi? Parce que ce ridge-là, il est à peu près 1000 mètres de haut. La question, c'était combien pour tout le voyage? Alors, les frais de Black Feather, si je me rappelle bien dans le temps, en 2018, c'était aux alentours de 7500. Alors, moi, j'ai calculé personnellement avec le voyage Air Canada pour se rendre à Calgary, puis ensuite à Yellowknife, puis ensuite l'autre vol pour se rendre à Fort Simpson, que le voyage au total m'aurait coûté aux alentours de 10 000 $. Une petite source d'eau fraîche. Alors, on a arrêté pour remplir nos bouteilles et un espèce de gros. Il y a quelqu'un qui avait vidé un des barils, puis on a pris un baril et on l'a rempli d'eau. Parce que c'est bien mieux de boire de la bonne eau que de boire de l'eau qui a été filtrée. D'autres petits hikes. Alors, c'est une espèce de petit canyon phénoménal. Alors, c'était vraiment le fun d'aller marcher là-dedans. C'est zéro dénivelé, c'est vraiment juste d'explorer. Et il y a des cavernes dans ces places-là, et c'est bien indiqué dans le dépliant de Parc Canada que c'est interdit d'aller dans les cavernes parce que les cavernes ont des importances pour les études scientifiques. Mais supposément que dans cette caverne-là, il y a plein d'ossements de chefs de montagne et qu'ils pensent que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'entrée de la caverne était à un angle. Il faisait très froid, alors les animaux sont allés se réfugier là-dedans, mais est venu de l'eau qui est devenue glacée. Et là, les animaux n'ont pas été capables de sortir et ils se sont retrouvés tout à la fin là, de la caverne, empilés les uns par-dessus les autres sur des, je sais pas, peut-être des milliers d'années. Et il y avait même une carcasse d'un porc-épic. Alors là, la rumeur voulait que ce serait le porc-épic qui aurait tué les chèvres de montagne. On mange très bien. Alors, t'en as pour ton argent. C'est du saumon fumé, du jerky, fromage de haute qualité.
Nos guides, comme je dis, étaient prêts à tout. Alors, on a la chance de se déguiser puis de faire les fous. Ah oui, une des histoires, c'est que mon ami Gary, celui à droite, on n'arrêtait pas de l'appeler Randy. Alors, Randy, c'est le mari de Kelly. Et comme je dis, Randy avait une certaine personnalité et Gary n'aimait pas se faire appeler Randy. Alors, pour la journée de talent show, ben, il s'est déguisé en Randy. Nous autres, là, sur la rivière, on a trouvé ça incroyablement drôle. D'autres aurores boréales. Oui, vous voyez un peu les buissons là, qui sont de couleur orangée. Et la raison pour ça, c'est que ça, c'était un des sites où on a brûlé nos vidanges. L'idée encore qu'on les a transportés avec nous, les vidanges, là, mais la politique de Parc Canada, c'est que tu brûles tout. Alors, plastique, déchets de toutes sortes, c'est tout brûlé. Ça me brisait le cœur parce que nous, ici, c'est complètement contre la philosophie des Leave No Trace et tout le kit, là. Mais dans le parc de Parc Canada, à cause des ours, il fallait que tu brûles tout. On arrive, comme je dis, la fin de notre expédition et juste avant qu'on arrive au fameux paddle shack, il y a quelqu'un qui a commencé à mettre des cailloux pour ramasser l'eau très, très chaude. Alors, c'est un hot spring qui coule à proximité. Et avec les années, les gens rajoutaient des cailloux. Alors là, on se donnait tout l'objectif de rajouter des cailloux pour qu'on puisse être capable de se baigner là-dedans. Alors, l'affaire qui est drôle, c'est que tu te baignes là-dedans, c'est bon là, mais ça sent les œufs pourris. Et tu sens les œufs pourris pour les 2 ou 3 prochaines journées. C'était vraiment dégueulasse, mais c'était vraiment, vraiment bien. On peut y aller pour 1 000 $ par personne en y allant en auto et en prenant l'hydroavion au Yukon, dit Roger Gagnon. Alors, probablement, Roger, ça, je ne doute pas, il y a définitivement des gens qui s'organisent pour aller faire la Nahanni par eux-mêmes. Moi, ce n'était pas mon voyage. Mon voyage à moi, c'était avec Black Feather. Alors, j'ai vraiment fait un voyage de luxe, puis je le sais, là. Mais c'est définitivement possible d'organiser quelque chose à moindre frais. Je ne saurais pas exactement comment le faire, mais c'est faisable. Alors, on se lave, on se baigne et nous voilà arrivés au fameux paddle shack. Alors, ce sont ici où les gens laissent une petite marque de leur passage sur la rivière Nahanni. Et il y avait, on a retrouvé là, les fameuses pagaies là, de Chris Harris, même des autres guides qui le retrouvaient là-dedans. Alors, nous voilà, c'est une de nos dernières photos de groupe à l'extérieur du petit et fameux paddle shack. Et ça, c'est mon dernier coucher de soleil sur la rivière. C'était vraiment un beau sentiment que j'ai eu. Et vous vous rappelez la Lune, alors c'était demi-lune en décroissance et là maintenant c'est une demi-lune en croissance. Ah oui, le ravitaillement. Très bonne question. Alors, il y a eu un ravitaillement qui s'est fait à Virginia Falls. Alors, une fois arrivé à Virginia Falls, on a laissé des barils vides avec des déchets et il y avait déjà un pilote d'avion qui était venu déposer des gens et qui avait transporté pour Black Feather 2 nouveaux barils de bouffe. C'est pour ça qu'on a eu la fameuse pizza puis des choses un peu plus spectaculaires. Alors, je me suis permis notre dernier matin de faire un beau petit cœur avec une flèche et j'ai demandé à tout le monde d'aller trouver un caillou sur la grève ou la grave pour symboliser notre passage. Évidemment, ça ne dure pas, là, ces affaires-là.
les prochains grands crus du printemps auraient été effacés. Animaux sauvages, il y avait des bisons. Alors, on a vu des mâles seuls sur le bord de la rivière et ensuite on est arrivé à ce fameux troupeau-là. Puis c'est gros, là, des bisons, c'est incroyablement immense. Alors, nous, en petit canot, on s'est approché, mais pas trop proche. Trumpeter swan, alors là, tu les entendais là, chanter. Puis évidemment, moi j'aime les oiseaux, alors là, c'était un lifer pour moi. Ah oui, alors là, d'autres bisons, mais eux autres étaient seuls. Alors nous voilà arrivés à Nahanni Butte. C'est un petit village d'Aîné. Il y avait un magasin qui ont ouvert pour nous, pour qu'on puisse être capable d'aller s'acheter du junk food. Et mon ami Gary, aussitôt qu'il a vu qu'il y avait des balançoires, c'est la chose que lui voulait faire plus que rien d'autre, c'était d'aller se balancer. Comme je dis, il était tout sortes de monde. Nos canots ont ensuite été transportés par bateau. Alors, les Autochtones, les Dénés qui étaient là, c'est un service qu'ils offrent. Alors, transportent les canots, puis ensuite, nous, on a eu la chance d'embarquer dans ces bateaux-là pour se rendre à notre dernière destination. Alors, paysage incroyable, des gens chaleureux, gentils, vraiment, là, t'es bien content de les voir, et probablement eux autres aussi. Là. Un water taxi, oui, exactement ça. Alors là, on se retrouve à la dernière place. C'est une dame qui a comme une pourvoirie sur le bord de la rivière. Elle nous offrait le dernier repas et en plus, il y avait des douches. Alors là, on a eu la chance de se laver un peu. Et comme vous pouvez voir, le poème de Robert Service, there are strange things done in the midnight sun by the men who moil for gold. The Arctic trails have their secret tale that would make your blood run cold. The northern lights have seen queer sights, but the queerest they ever did see was the night on the marge of Lake Labarge. I cremated Sam McGee. Alors, l'histoire veut que Sam McGee et cette personne-là étaient des prospecteurs qui cherchaient de l'or et qui ont eu tellement froid alors que Sam McGee a dit à son partner, il dit, quand je vais mourir, assure-toi de me cremate pour que j'ai au moins chaud une fois dans ma vie. J'ai toujours trouvé quand même intéressant. Le water taxi, oui, c'était du plat. On aurait pu faire le plat, je pense que ça a pris un autre 2 jours pour faire le plat, parce que là, on arrivait sur la Liard River. Alors, le courant, la rivière est plus large, le courant n'était pas la même sorte de chose qu'on avait sur la Nahanni. Alors, le water taxi, c'était une solution pour être capable de nous amener rapidement à notre dernier campement. Il y avait des petites cabines, alors on dormait dans des cabines, il y avait un piano, alors Annie et Marie-Hélène nous ont joué du piano. Alors c'était quand même vraiment le fun, il y avait des bières, on a joué aux cartes, on a mangé des chips, toutes les choses que tu veux faire à la fin de ton expédition. Alors voilà la grande table où on nous a servi notre souper. Avec la dame, j'oublie son nom à elle, oh boy, mais c'est elle qui est la propriétaire de cet emplacement-là. Et très chaleureux. Il y avait d'autres gens là, qui étaient de passage, parce qu'on est sur le bord de la route dans ce je vous laisse avec une dernière photo, et c'est une photo de le fameux beaver. Et la raison pourquoi est-ce que je vous laisse avec cette photo-là, c'est que une fois qu'on est revenu à Nahanni Butte et ensuite arrivé à ce site de camping-là, on a eu les nouvelles, les tristes nouvelles, qu'il y avait eu 2 accidents de Twin Otter.
une où les gens étaient blessés, mais ils s'en étaient sortis, mais un autre où il y a eu, je pense que c'était 3 décès. Et la raison pourquoi est-ce que c'est venu chercher pas mal tout le monde, c'est à cause que nos guides, eux, le fameux Twin Otter, ça devient le moyen de transport qui est utilisé. Alors, quand tu entends parler d'autres personnes qui ont eu un accident avec le moyen de transport que toi, tu dois utiliser, je pense que ça te touche beaucoup. Alors, rappelez-vous que n'importe quel temps qu'on fait quoi que ce soit d'expédition, que les transports, les autos pour se rendre, l'avion dans ce cas ici, même la descente avec les canaux, il y a toujours un élément de danger là-dedans. C'est pour ça que c'est des voyages d'aventure. Mais ça nous a rendu un peu plus humbles. Alors, c'est l'histoire des Bushy-tailed Wood Rats de 2018 avec Simon, Kelly, Randy, Marc, Dave, Chris, Jake, Marie-Hélène, Annie, Gary, Zach et moi-même, Gérald. Alors, je vais juste lire les dernières petites questions qu'il y a ici. À quoi ressemble le trafic de gens sur la rivière avant et après Virginia Falls? Alors, nous, on a rencontré 2 autres groupes. Le groupe de Doug Rice Brown. Il y a un autre, c'était une famille et personne d'autre. On a vu des gens à Virginia Falls, mais eux autres qui étaient venus en avion, puis ensuite sont repartis en avion. Alors, il y avait comme des day trippers qui étaient là, mais vraiment, là, on était pas mal tout seul sur la rivière tout le temps. Ah oui, quand on était le cirque des Unclimbables, là, on a rencontré des gens. Je pense qu'il y avait un couple qui était déjà là. Il y a eu les 4 Français qui sont arrivés. Je pense qu'il y a peut-être eu un autre groupe qui est passé, mais jamais de conflit, là, de situation, là, de site de camping ou quoi que ce soit. Y a-t-il beaucoup de groupes en même temps sur la rivière? Alors, je pense que la réponse est non. C'est contrôlé, si je me rappelle bien, par Parc Canada, mais je pense qu'ils ne sont pas proches là, de même arriver à un maximum. Alors, c'est ça, mes amis. Si vous avez d'autres questions, il est rendu quelle heure? Il est 8 heures. On aurait une autre question, si tu permets, de Steph Labelle qui demande est-ce qu'il y avait beaucoup de rapides sur la rivière ou seulement ou surtout de l'eau vive? Alors, les rapides comme nous autres, on les connaît. Tu sais, des bons R2, R3, même peut-être des R4 là, que on serait prêt à descendre puis toute l'équipe. C'est pas la même sorte de rapides. C'est des rapides, c'est des grosses vagues sur une très large rivière. Alors, tu avais pas mal toujours la possibilité de te tasser complètement à droite ou complètement à gauche pour être capable de ne pas passer dans les grosses vagues. Alors, il y a eu une dernière section, là, juste avant qu'on fasse le talent show, il y avait une dernière section avec un train de vagues. Là. Il était peut-être 200-300 mètres de long, mais pas très large, peut-être un 10 mètres de large, sur une rivière de 50 mètres. Alors, moi, quand j'ai passé cette section-là, mon partenaire de canot, Gary, qui n'avait pas fait beaucoup de canots, me demandait de ne pas aller dans les gros rapides. Alors, on a passé à côté, puis on a fait up and down, comme des petits canards. Mais j'ai des photos de mes amis, qui eux autres, ils se sont payés la traite et ils sont rentrés dans les grosses vagues. Et c'est comme faire la Gatineau, là, Lucifer ou le mur ou quoi que ce soit, là, des espèces de gros rapides là, qui peuvent te renverser, mais avec des pagayeurs qui se connaissent, c'est pas un problème. Super, bien, merci beaucoup. Puis on a une autre question de Sébastien qui demande le niveau de difficulté en général de la rivière, ça ressemblait à quoi? OK, alors, quand on parle de niveau de difficulté, c'est un tout. Alors, le côté pagayage, comme je dis, là, moi, j'avais dans mon canot à moi Gary, qui n'avait jamais fait de canot avant de sa vie. Alors,
est-ce qu'un novice peut faire du canot sur la Narani? La réponse est oui. Évidemment, bien encadré, avec des petits conseils ici et là, et avec un bon pagaie fort, tu t'en sors. Les difficultés sont les distances. Alors, tu es très loin de qui que ce soit si jamais tu as des problèmes. La température de l'eau, qui n'est pas négligeable. Alors, si jamais tu te retrouves à la flotte en canot, comme je dis, la rivière est très large. Si tu dois te retrouver à l'eau, définitivement, j'aurais un dry suit. Et j'irai pas tout seul. Alors, tu sais, mon ami Doug Ricebrough, là, qui a fait la descente, juste lui et son frère, c'est pas la sorte de choses que moi je fais. Mais eux autres, ça faisait, je pense, la 3e fois qu'ils le faisaient. Alors, ils se sentaient confortables de le faire. Alors, la difficulté de la rivière, je la mettrais à moyen. On n'est pas allé dans la section Rock Garden. Ça, tant qu'à moi, c'est un niveau expert. Mais la section que moi, j'ai fait, je me sentirais confortable d'apporter quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui est capable de dealer avec la solitude, si tu veux, là, de la descente, le froid sur la rivière et le fait que tu es quand même dans une zone où il y a des ours, il y a le potentiel là, de danger. Mais le tout pour le tout, je dirais, c'est moi. Y a-t-il beaucoup de portages? Ouais. Nous, le seul portage qu'on a fait, c'était Virginia Falls. Alors, le restant des places, alors quand on est sorti de notre petit lac, on a poussé nos canots, on a marché à côté de nos canots dans un petit ruisseau. Alors, pas de portage là. Ensuite, quand on est monté dans la montagne pour aller faire la randonnée, on a attaché nos canots et on les a laissés. Et c'est seulement à Virginia Falls où là, il y avait un portage qui était quand même assez long. Là. Je me rappelle bien, c'était peut-être 2 kilomètres de long. Mais vous avez vu, là, il y a des boardwalks pas mal partout, des marches, etc. Alors, tu sais, c'était pas difficile comme tel, faire le portage. Ça a pris du temps. Je pense que ça a pris comme une demi-journée là, pour qu'on puisse être capable de transporter toutes nos affaires. Puis à la fin, non, à la fin, on a mis les canots, comme vous avez vu, là, dans les gros bateaux là, des Dénés. Et ça a été ça. Y a-t-il d'autres difficultés? Non, on a beaucoup de merci, Gérard. Merci, merci. Superbe expé. Merci pour la présentation, les photos incroyables. Alors, Gérard, mille merci. On est déjà 8h30. Alors, merci beaucoup pour la générosité d'avoir fait la présentation. Puis, sentez-vous à l'aise, les gens qui veulent avoir plus d'informations. J'ai d'autres informations que j'ai recueillies que je peux vous envoyer. J'ai des waypoints là, parce que j'avais amené mon InReach pour être capable d'envoyer des messages et de noter toutes les places où on est allé. Puis, tu sais, le fameux dénivelé. Là. Alors, si jamais il y a des gens qui ont un intérêt et qui cherchent plus d'informations, sentez-vous à l'aise de me contacter sur Facebook. Moi, j'aurais une petite question. Oui. Écoutez, j'ai pas vu la présentation parce que c'était en ski de fond, je l'ai écouté dans mes écouteurs. Là, fait que je peux pas me fier aux photos. Les sites de camping, c'est-tu des sites quand même assez préétablis ou en général les berges sont assez comme invitables un petit peu partout là, où il y a vraiment un circuit à suivre? Non, c'est les berges. Alors, eux, les guides, savaient à peu près où qu'il y avait, puis typiquement, ils nous amenaient près d'un ruisseau où il y avait de l'eau fraîche qui rentrait dans la rivière. Alors, de cette façon-là, on n'abusait pas trop de nos filtres pour l'eau. Alors, il y avait des places où il y avait des petits deltas, puis on s'installait là. Mais c'est vraiment sur les berges. On était sur des cailloux là, pendant tout le temps. Ah. Puis, comme je vous dis, je n'ai pas vu les photos. Côté température, là, tu dis que tu as fait ça au début août. Ouais. C'est quoi les températures là-bas? Il fait-tu 20? Il fait-tu 10?
On a eu des journées de 24 degrés, il me semble que c'était le plus chaud. Et on a eu des journées où ça a descendu à du 4-5 degrés. Il y a pas mal toujours du vent. Évidemment, c'est ouvert. Là. Quoi d'autre? Mais c'était très confortable. On se promenait en t-shirt, puis en sandales, puis en shorts, pas mal tout le temps. Mais j'étais content d'avoir mon gros chandail, mon windbreaker, ces sortes de choses-là pour être capable de me garder au chaud, au nécessaire. Mais non, c'est très confortable. Là, un peu comme, je sais pas, printemps, automne. Là. OK, très bien.